La métaphore du Theatrum Mundi est forgée très tôt, dès la Grèce antique. Elle offre en effet aux auteurs l'occasion d'une véritable réflexion sur l'homme et sur le monde. Homère, Platon, Épictète, Sénèque, tous ces auteurs dans l'Antiquité grecque ou latine vont participer à forger cette métaphore et à développer la notion. On trouve ainsi chez Homère de nombreux passages où les dieux observent les hommes du haut de l'Olympe. Les dieux manipulent les actions des hommes selon leur bon vouloir, en leur envoyant des songes ou bien en intervenant directement. Même si les dieux grecs sont limités par le destin qu'ils ne peuvent pas changer, ils sont en grande partie des dramaturges et des metteurs en scène dans la vie des hommes. Si l'idée du Theatrum Mundi est déjà présente chez Homère, Platon, le philosophe, va véritablement exploiter cette métaphore. Il y a tout d'abord une œuvre très célèbre de Platon qui s'appelle La République, et dans cette œuvre on trouve un passage qu'on a l'habitude de désigner comme étant l'allégorie de la caverne. Platon y explique que les hommes sont comme enfermés dans une caverne où ils sont les spectateurs d'un théâtre d'ombre qu'ils prennent pour la réalité, alors qu'il ne s'agit en réalité que d'ombre, c'est-à-dire d'apparence et d'illusion. Platon se sert de ce récit pour montrer que les hommes sont enfermés dans un monde matériel où tout n'est qu'apparence, où rien n'est vrai. Les hommes sont des spectateurs passifs qui ne réfléchissent pas, qui prennent la fiction représentée sur la scène d'ombre pour la réalité. Le travail du philosophe consiste donc à montrer qu'il s'agit d'une illusion, et pour cela, il lui faudra dévoiler toute la machinerie. Et les hommes pourront ainsi se libérer de ces fausses images pour sortir de la caverne, pour aller contempler le vrai soleil et non la lumière artificielle projetée sur la paroi de la caverne. Dans un autre passage très célèbre, cette fois-ci d'un ouvrage qui s'appelle Les Lois, Platon assimile les hommes à des marionnettes forgées par les dieux. L'homme est comme une marionnette dans un spectacle donné pour le plaisir des dieux. Les fils de la marionnette sont alors comme les passions irrationnelles qui font agir les hommes indépendamment de leur volonté. Platon souligne alors que les hommes ne peuvent pas échapper à cette condition de pantin qui n'agirait que mécaniquement, que si véritablement ils font usage de leur raison. Seule la raison permet d'exprimer sa volonté et seule la raison permet d'avoir la force de réprimer les passions. Et Platon poursuit alors la métaphore en assimilant la raison à un fil d'or qui permettrait de coordonner, de contrôler tous les mouvements des autres fils de la marionnette. Ce fil d'or est le seul, en effet, que le pantin, que la marionnette, peut actionner elle-même. Platon, à travers l'allégorie de la caverne et l'idée de l'homme pantin, fixe ainsi des couples de notions opposées. Des notions qui sont donc d'un côté l'être et le paraître, la nature opposée à l'artifice, la vertu opposée au vice et la vérité bien sûr opposée au mensonge. Et donc Platon va souligner l'importance d'avoir conscience de jouer un rôle dans la vie. D'autres philosophes grecs reprendront également la métaphore théâtrale en la liant en particulier à la spécificité même de l'homme qui a conscience de la brièveté de sa vie et qui va donc se souvenir à chaque instant de la mort prochaine, et ce souvenir permet en quelque sorte de donner un sens à sa vie. Car donner un sens, c'est l'idée justement de jouer un rôle et de bien le jouer en attendant la sortie de scène. Cette conception est d'abord élaborée par un auteur grec comme Épictète, et elle sera reprise ensuite par des auteurs latins, en particulier Sénèque. Ce courant de pensée philosophique s'appelle le courant du stoïcisme. Les stoïciens donc sont en accord sur cette notion fondamentale de Theatrum Mundi. Les stoïciens insistent sur la nature du rôle à jouer, c'est-à-dire ils vont essayer de penser en quelque sorte les différences de conditions sociales, le hasard ou le destin qui attribuent les rôles. Et pour les stoïciens, bien vivre, c'est vivre selon la raison, en pensant, en faisant usage de son logos, c'est-à-dire de sa capacité logique,
car c'est cette dimension de réflexion, c'est la pensée, la raison, qui permet de reconnaître la nature humaine, qui permet de différencier l'être humain et l'être animal. Et donc, pour les stoïciens, un rôle nous est donné, nous devons jouer ce rôle le mieux possible. Et la vraie sagesse consiste donc à avoir conscience de cette différence entre le moi véritable et le rôle social que nous occupons. On va donc retrouver chez Épictète par exemple des passages où le théatrum mundi, la métaphore théâtrale est utilisée, comme ici où vous avez des mots comme acteur, drame, rôle, etc. qui sont utilisés. Chez Sénèque, on va retrouver également la métaphore, comme dans cette citation, avec donc l'idée de dénouement, c'est-à-dire véritablement la préparation de la mort qui est le seul point que l'être doit avoir comme point fixe, comme point de fuite, pour donner du sens à sa vie. La notion de théâtrum mundi, et donc toute la métaphore théâtrale, va revenir sur le devant de la scène au XVIe siècle. Le début du XVIe siècle est marqué par une période d'effervescence intellectuelle et artistique, qu'on désigne sous le nom de Renaissance. Les écrivains redécouvrent également les auteurs antiques, comme Platon ou les stoïciens. Dans l'enthousiasme des nouvelles découvertes technologiques, scientifiques, mais également évidemment la conquête de l'Amérique, on va avoir l'idée que l'homme est capable de progresser, de s'améliorer, qu'il peut mener une vie terrestre digne d'intérêt et tournée vers la sagesse. Ce mouvement très optimiste, qu'on va appeler donc l'humanisme, est un mouvement qui se développe tout au long de ce début du XVIe siècle et qui va être très important. Avec lui, la confiance en un homme nouveau, capable d'une vraie réflexion, d'une réflexion qui va lui permettre de progresser, cette idée tout à fait neuve se fait jour. Dans ce contexte de renouveau et d'ouverture sur le monde, qu'imposent les relations économiques engendrées par la découverte des Amériques, les équilibres politiques vont évoluer en Europe. La remise en question également de l'Église et de son fonctionnement par les protestants accompagne ces évolutions. Les monarchies vont se renforcer partout et chercher par tous les moyens à affermir leur puissance dans un environnement européen où les équilibres se transforment. Les monarques vont ainsi utiliser à fin de propagande les divertissements. Ils montrent ainsi leur force, leur richesse, leur assurance. Et ils vont donc pratiquer, d'une manière assez soutenue, le mécénat. Le théâtre est le genre qui sera le plus concerné par ces changements géopolitiques. L'Italie est alors au centre de ces grands bouleversements, en particulier puisque c'est en Italie que la Renaissance commence dès le XVe siècle. C'est donc sans surprise que c'est en Italie que se développe assez tôt un type de théâtre qui aura donc une grande importance dans toute l'Europe. C'est ce qu'on appelle la commedia dell'arte. La commedia dell'arte développe un théâtre où les intrigues sont réduites au minimum. Il s'agit plutôt d'un canevas, c'est-à-dire d'un scénario de base à partir duquel les acteurs improvisent selon les réactions du public. Les rôles sont donc très typés et figés puisque ce sont presque toujours les mêmes personnages. L'utilisation de masques, de costumes, permettent aux spectateurs de les reconnaître. Ces spectacles plaisent au public, si bien que pour la première fois en Europe se constituent des troupes de comédiens professionnels, c'est-à-dire des comédiens qui vont vivre de leur argent et de l'argent gagné par les spectacles, et donc des comédiens dont cela devient le métier à proprement parler. Ces troupes de la Commedia dell'arte vont partir de l'Italie jusque dans toute l'Europe pour conquérir de nouveaux publics. Au fur et à mesure, leur spectacle va accentuer
la dimension visuelle, les gestes, les mimiques permettent en effet de dépasser l'obstacle de la langue dans les pays qu'ils traversent et donc de mieux se faire comprendre du public. Les différentes cours d'Europe vont les faire venir, comme en France, où la reine Catherine de Médicis, épouse d'Henri II, le fils de François Ier. François Ier, le roi de la Renaissance française, celui qui va permettre la construction des fameux châteaux de la Loire. Et bien donc, Catherine de Médicis, italienne, va favoriser l'installation des troupes de la Commedia dell'arte et en particulier la troupe qui va prendre le nom des Italiens à Paris. L'engouement pour le théâtre au XVIe siècle dans toute l'Europe s'illustre donc parfaitement par le succès des troupes de la Commedia dell'arte. Les spectacles de rue, ou bien les spectacles dans les foires, sur les places de marché, dans les villes aussi, dans des lieux dédiés, avec les premières salles fixes, deviennent des spectacles assez communs. Si le début du XVIe siècle est marqué par une sorte d'optimisme, la fin du XVIe siècle, à partir en tout cas de la deuxième moitié du XVIe et jusqu'au début du XVIIe siècle, on va avoir plutôt une désillusion, une amertume qui va s'installer dans les consciences, puisque cette époque est marquée par les troubles importants dans toute l'Europe, puisque après l'espoir de la Renaissance, les guerres de religion, la réforme, l'instabilité politique installent un climat d'incertitude et de pessimisme. L'imminence de la mort imprègne de nouveau les consciences. La lecture des auteurs stoïciens est alors plus importante et c'est ainsi que le thème du Theatrum Mundi redevient fréquent chez les auteurs. On insiste alors surtout sur le sens de la pièce à jouer. On va avoir donc une assimilation entre l'idée de la brièveté de la vie et la brièveté de la représentation théâtrale. S'il y a un auteur en particulier qui est marqué par le sens et la portée de la notion du Theatrum Mundi, c'est évidemment Shakespeare. Shakespeare est, comme le sera plus tard Molière, ce qu'on appelle un homme de théâtre, c'est-à-dire qu'il est à la fois comédien, directeur de troupe, il gère les problèmes d'argent, il gère les problèmes véritablement de mise en scène également, et puis il est évidemment dramaturge. Donc sa vie est entièrement consacrée au théâtre. C'est donc presque naturellement que Shakespeare va reprendre cette notion dans plusieurs de ses pièces, que ce soit des comédies ou bien des tragédies. Les personnages vont venir sur scène, commenter eux-mêmes les événements qu'ils sont en train de vivre, et il va y avoir donc une sorte de mise en abîme du théâtre. Et Shakespeare va exploiter toutes les dimensions de la notion. Il va reprendre par exemple la dissociation entre le privé et le public, la construction d'un rôle, d'un type social, incarné par les auteurs, mais incarné en réalité par chacun d'entre nous dans notre vie propre. Il va également insister sur l'idée que la vie, le monde, n'est qu'une illusion, un théâtre d'ombre, comme le disait Platon, c'est-à-dire une sorte de fantasme de brouillard qui va s'évanouir dès que nous allons mourir. Et il va même insister sur la brièveté de la vie, la brièveté du temps théâtral, pour reprendre le fameux memento mori des stoïciens. On voit ainsi comment la métaphore du Theatrum Mundi, construite dès l'Antiquité, traverse les époques et trouve en Shakespeare l'un de ses auteurs les plus féconds. Reprise encore par les auteurs dans les siècles qui vont venir, son succès ne va jamais diminuer.